Tout d'abord, je voulais vous parler finalement de ma rencontre, finalement, ou de la rencontre du laboratoire avec l'autisme. C'est vrai qu'il y a 2 ans, notre laboratoire de recherche ne travaillait pas autour de cette thématique-là. Et finalement, les avancées, souvent scientifiques, ou les programmes de recherche se font à travers des rencontres entre chercheurs, dans un contexte aussi de volonté de décloisonnement de la recherche, justement pour essayer de faire interagir des gens qui normalement ne se rencontrent pas. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans le contexte d'une action incitative INSERM qui avait comme objectif justement d'essayer de décloisonner, si je me souviens bien, justement cette recherche de mettre ensemble des gens, des spécialistes du cerveau, des spécialistes du tube digestif, des spécialistes du microbiote, et justement à ce qu'ils acquièrent finalement un langage commun déjà, à se pouvoir se parler, et qui mettent en place des projets communs pour essayer de faire de la recherche. Et je pense que nous, on croit beaucoup dans la mise en commun de ces compétences. Alors effectivement, ce sont des projets qui marchent par des amorçages. On a parlé un peu d'argent. C'est vrai qu'on a eu 4 000 €. C'est à peu près la même chose que ce que vous avez de l'université. Là, c'était l'INSERM. Mais bon, l'INSERM, effectivement, un budget plus gros. Donc c'était 4 000 € d'amorçage. On nous a dit, voilà, vous vous mettez ensemble, vous faites quelques expériences, vous fondez un peu des preuves de concept. Et grâce à ces preuves de concept, eh bien, on a appliqué à d'autres sources de financement, en l'occurrence ici à la FRM, dans le cadre d'un projet urgence psychiatrique, qui nous ont permis d'obtenir des fonds plus gros, donc pour passer dans des projets plus ambitieux. Donc ce sont des histoires comme ça qui se passent quotidiennement, mais qui, à mon avis, permettent de faire avancer la recherche. Et comme je vous le dis, il y a 2 ans, on n'en parlait pas au sein de notre unité, et on est, nous, particulièrement contents parce que d'y participer, à la fois d'un point de vue conceptuel, pour rien vous cacher, mais aussi d'un point de vue d'avancée, de retour vers les patients. Donc finalement, pourquoi s'intéresser au tube digestif? Donc notre unité, c'est une unité de neurogastro-entérologie, donc on s'intéresse effectivement, vous entendez dans le mot, à 2 sujets auxquels on s'intéresse, à de la neurologie, donc ça n'a rien à voir comparé au cerveau. Le deuxième cerveau, c'est quelque chose de très simple comparé au premier cerveau. Et l'autre élément auquel on s'intéresse, c'est aux fonctions digestives, à comprendre comment ce système nerveux qui est contenu dans notre intestin participe du fonctionnement de notre intestin, mais aussi de maladies qui affectent notre intestin, que ce soit des maladies du nouveau-né, comme la prématurité, les maladies génétiques de type Hirschsprung, ou aussi des maladies inflammatoires intestinales de l'adulte. Et on s'est aussi intéressé récemment, grâce à nouveau avec des rencontres, à l'intégration d'un chercheur en neurologie au sein de notre unité, à essayer de comprendre finalement est-ce que cet intestin, dont on sait qu'il existe des comorbidités dans des maladies neurodégénératives en particulier, et en l'occurrence dans la maladie de Parkinson, est-ce que finalement, en essayant de mieux comprendre les dysfonctions de cet intestin, on ne pourrait pas non plus mieux comprendre les maladies centrales, en particulier neurodégénératives, et à partir de là, sur ce concept, étendre à des maladies neurodéveloppementales ou des pathologies neurodéveloppementales telles que l'autisme. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est un projet qui débute. Pour être franc, on n'a même pas. On va signer prochainement le début du projet. Et donc, j'ai peu de données à vous présenter sur ce projet spécifiquement. En revanche, je vais un peu vous illustrer le rationnel scientifique derrière. Quelles sont les hypothèses de travail et quels sont nos objectifs de recherche, même si derrière, il y a quand même des données préliminaires. Donc, je fais un peu d'évolution, c'est vous dire finalement ici, vous parlez finalement de l'intestin et du cerveau. Qu'est-ce que c'est ces 2 organes finalement qu'on ne pense pas forcément naturellement être en relation entre eux? Et finalement, on est tous ici parce qu'effectivement, on est le résultat d'une longue évolution, si on croit les théories évolutionnaire, et qui, cette évolution, le fait qu'on soit ici, résulte du fait qu'on a pu finalement s'adapter à toutes les modifications de l'environnement auxquelles ont fait face nos ancêtres, et aussi parce qu'on a été capable de survivre. Et finalement, les 2 organes clés qui permettent schématiquement l'association finalement de la survie et de l'adaptation à l'environnement, c'est effectivement le cerveau. Et pour la survie, c'est le tube digestif dont la fonction principale, c'est de se nourrir. Et donc, dans un contexte aussi évolutionnaire, on sait que, effectivement, notre intestin a relativement peu évolué, même si, enfin, il a quand même largement évolué. Mais ce qui a évolué beaucoup au cours de l'évolution de ces dernières dizaines de milliers d'années, c'est notre cerveau qui s'est complexifié. Mais il y a quand même des structures communes qui sont présentes dans toutes les espèces animales qui possèdent un cerveau.
parce que tout n'en possède pas, il y a effectivement une structure limbique qui finalement est connectée directement à notre intestin et qui régule finalement des processus qui sont nécessaires à être mis en jeu dans la recherche de la nourriture, que ce soit des processus de régulation de la satiété, des processus aussi d'exploration. Quand on cherchait de la nourriture autrefois, il fallait savoir où se trouvait la nourriture, c'est plus comme maintenant, il fallait s'en souvenir quand on était dans la savane. Et aussi dans la savane, on avait des dangers, on devait fuir les prédateurs. Et donc toutes ces structures qui associent finalement la mémoire, l'agressivité, la recherche de la nutrition sont liées schématiquement de manière très étroite à notre intestin, soit via des connexions nerveuses directes, le cerveau projette des nerfs dans l'intestin, ou via la capacité à l'intestin à sécréter des substances dans le sang qui vont pouvoir impacter sur certaines structures du cerveau, même si beaucoup de structures sont relativement étanches. Alors pour étendre un peu ce concept, c'est ce que je disais en introduction, c'est que effectivement l'interaction cerveau-intestin est nécessaire à la survie, mais elle existe aussi, cette interaction, elle se révèle aussi dans des maladies comme par exemple dans la maladie de Parkinson, qui est une maladie du mouvement, qui est caractérisée par une dégénérescence de la substance noire. Et le marqueur finalement anapathe, neuroanapathologique, le substrat neuropathologique de cette maladie, donc le biomarqueur de cette maladie, schématiquement, c'est la présence d'alpha-synucléine phosphorylée dans cette substance noire, et ce qui a été démontré, donc qui serait responsable des troubles de la motricité associés avec cette pathologie. Mais ce qui a été démontré en parallèle, c'est qu'il existe aussi au sein de ce système nerveux entérique, qui est quand même 1000 fois plus petit qu'un cerveau, mais qui a la taille de la substance noire, finalement, on retrouve aussi la présence d'agrégats d'alpha-synucléine identiques à ceux qui sont présents, finalement, dans le système nerveux central. Donc, il ferait une sorte de miroir en étudiant le système nerveux entérique dans la maladie de Parkinson. Ça, c'est d'autant plus intéressant aussi parce que, comme vous le savez, les troubles digestifs, parmi d'autres troubles, sont des troubles présymptomatiques qui pourraient permettre de détecter précocement la maladie avant qu'apparaisse la dégénérescence centrale. Et donc, si on est capable de détecter plus précocement, on peut aussi traiter mieux. Et donc, dans ce contexte, l'étude du tube digestif de ce système nerveux entérique relève d'un intérêt majeur. Alors, on sait qu'effectivement, comme ça a été largement dit, ce dialogue finalement entre l'intestin et le cerveau, mais aussi l'intestin et tous les autres organes, sont programmés d'une base génétique par notre génome, mais on sait aussi, ça a été évoqué précédemment, que l'environnement, finalement, est capable de moduler l'expression de certains gènes. Donc il ne va pas changer notre génome intrinsèquement, mais il va être pouvoir capable d'exprimer ou de surexprimer ou de sous-exprimer certains gènes, de ce qu'on appelle un peu le concept un peu d'épigénétique. Et dans ce contexte, le tube digestif, qui, comme vous le dépliez, représente environ un terrain de foot, ça fait 400 mètres carrés, est quand même une des organes qui est le plus exposé à notre environnement nutritionnel, microbien, donc on va en discuter, et aussi les facteurs toxiques, polluants. Et finalement, on arrive un peu à ce concept de se dire, finalement, on est ce que nous sommes, parce que nous avons nos gènes, nous avons été nos gènes, mais aussi tout ce que nos parents même ont expérimenté expérimenté, pardon. Donc, effectivement, quand on mange une pomme, parce qu'il y avait vous connaissez tous un célèbre mangeur de pommes, il ne s'est pas transformé en pomme, mais s'il avait mangé des pommes, là aussi c'est un concept, mais on n'a pas le temps d'en parler. C'est vrai que quand on mange une pomme, on ne ressemble pas à une pomme, mais quand on mange une pomme, quand on est jeune, quand on est enfant, et si on mange beaucoup de pommes, on aura plus de chances finalement de ressembler à une pomme, même si personne ne se transforme en pomme. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des périodes clés de la vie où finalement des facteurs environnementaux vont avoir un rôle central, et cette période clé de la vie où l'environnement est capable de reprogrammer, de nous retransformer, particulièrement une période, la période périnatale. Donc finalement, un des éléments centraux qui justement permet cette interface entre l'environnement et nos gènes, qui joue aussi un rôle central dans des maladies chroniques, c'est ce qu'on appelle cette barrière épithéliale intestinale, c'est cette monocouche de cellules épithéliales qui tapisse notre intestin, dont la fonction principale est de permettre le transport, l'absorption des nutriments, mais aussi de nous protéger face à cet environnement. Et on sait que dans de nombreuses maladies chroniques, que ce soit par exemple l'obésité, que ce soit des maladies de type diabète, même dans des maladies intestinales comme la maladie Crohn, je veux dire, on parle aussi de l'asthme ou des maladies allergiques, on sait qu'on a un processus qui est caractérisé par ce qu'on appelle le leaky gut, c'est-à-dire une hyperperméabilité de cet intestin, qui aurait comme conséquence, pour schématiser, donc c'est pas tout à fait... c'est vrai, mais c'est aussi un peu schématique, c'est d'hyperexposer finalement
l'hôte, l'environnement, a des facteurs environnementaux qui, sur des terrains avec des susceptibilités génétiques différentes et diverses, vont conduire au développement de différentes maladies. Et parmi les acteurs qui conduisent finalement à cette augmentation de perméabilité, enfin on en connaît relativement peu la cause, hein, donc ça reste des associations sans forcément être sûr que c'est effectivement le facteur responsable. Et donc effectivement, probablement il y a des modifications de la composition du microbiote et des microbiotes pathogènes qui sont capables de pouvoir être responsables de cette augmentation de perméabilité, ou aussi, comme ça a été évoqué, que cette augmentation de perméabilité conduit à une hyperactivation, une dysrégulation de la réponse immunitaire, donc qui font que des maladies chroniques, qui sont des maladies multi-organes, souvent sont aussi des maladies inflammatoires, et probablement, comme ça a été évoqué, c'est aussi le cas en partie des troubles du spectre autistique. Alors, cette augmentation de perméabilité, juste pour vous le montrer, elle est aussi illustrée dans des maladies neurodégénératives. On en revient là, même dans la maladie de Parkinson. Ce que vous voyez ici, enfin, vous pouvez le deviner, ce que ça démontre, c'est qu'ici, il y a une désorganisation de ces cellules qui sont caractérisées par une hyperperméabilité de la barrière, sans qu'on en connaisse encore à ce jour la conséquence sur le développement de la maladie. Alors, là, on en vient aussi à ce qui nous intéresse, ce qui était le titre. Donc, moi, je ne suis pas non plus microbiologiste à cette place-là, donc néanmoins, ce qui est de plus en plus reconnu, c'est qu'on considère le microbiote comme un nouvel organe. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est un peu pompeux, mais que, par analogie, on fait des transplantations d'organes, mais on transplante aussi de plus en plus le microbiote comme source thérapeutique dans des pathologies digestives, avec des taux d'efficacité extrêmement importants. Donc on parle de transplantation. C'est pour ça que je l'ai appelé un peu organe. Enfin, c'est pas moi, tout le monde l'appelle organe finalement dans notre domaine. Mais c'est aussi par analogie. On transplante un microbiote comme on transplante un organe pour essayer de réparer le corps. Donc il y a environ 10 fois plus de cellules, de bactéries au sein de notre intestin que de cellules qui composent notre corps. Donc c'est 100 000 milliards de bactéries. Et finalement, on a 1 million de gènes. Donc on a 50 fois plus, de gènes bactériens que de gènes humains, qui sont effectivement séparés, bien sûr, par notre barrière. Donc, a priori, elles ne communiquent pas directement, mais on sait qu'il y a quand même des échanges, des communications. Il y a eu au cours d'évolution de l'intégration de virus au sein de notre génome. Et on a aussi pu montrer que la mitochondrie, finalement, qui est la cellule qui produit l'énergie à nos cellules, c'est une bactérie qui a intégré nos cellules. Donc, il y a vraiment des échanges extrêmement étroits évolutionnaires entre ces mondes. Alors, la question est de savoir, est-ce que le microbiote, finalement, peut influencer sur les deux organes qui nous intéressent, l'intestin et le cerveau. Alors pour répondre à cette question, il y a des avancées qui ont été réalisées, principalement expérimentales chez l'animal, dans lesquelles on a travaillé sur des souris ou des rats ou des cochons qui sont dépourvus de microbiote, donc qui sont stériles, c'est des souris bulles ou des cochons bulles. Et on regarde finalement l'impact de cette absence de microbiote sur le fonctionnement du tube digestif. Et on se rend compte que les souris, par exemple, qui n'ont pas de microbiote, eh bien, elles ont moins de neurones que les souris qui ont un microbiote. Et associé à ça, on a un ralentissement du transit intestinal. Et de la même façon, pour résumer, parce qu'il y a eu énormément de recherches, mais juste pour schématiser, pour illustrer que cet impact qu'on a au niveau digestif, eh bien, il existe aussi au niveau central. C'est, par exemple, ici, vous regardez un test qui a été fait où on a évalué le comportement exploratoire de souris. Vous voyez, au bout d'un certain temps, c'est le trajet qu'ont parcouru les souris dans la cage. Au bout d'un certain temps, les souris s'arrêtent de bouger. Et là, vous voyez qu'il y a un groupe de souris qui continue à explorer. Là, c'est une erreur de ma part, j'ai oublié de mettre laquelle était laquelle. Donc, si vous devinez, ce sont les souris qui n'ont pas de microbiote. Les souris qui n'ont pas de microbiote, eh bien, elles explorent plus. Elles ont un comportement altéré, elles doivent explorer plus parce que, probablement, de par la nature intrinsèque du microbiote, qui est de fournir, d'apporter finalement de l'énergie au corps. C'est un parasite qui vit en nous, mais qui nous donne aussi à nous nourrir pour qu'il puisse rester en nous. Eh bien, effectivement, lorsqu'elles n'ont pas de microbiote, elles ont plus faim, donc elles doivent chercher plus de nourriture, donc elles sont plus exploratoires. Alors, qu'est-ce qu'il en est finalement des preuves d'une altération finalement de cet axe finalement cerveau-intestin microbiote dans les troubles du spectre autistique? Eh bien, il y a des études cliniques. Donc là, il faut être très 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 prudent dans les affirmations parce que ce sont des données récentes qui sont souvent. On a parlé de statistiques faites sur des cohortes assez limitées. Donc il y a eu des données qui peuvent être questionnables, mais de plus en plus. Donc on essaye, en augmentant le nombre de patients, à avoir des réponses plus justes scientifiquement. Donc néanmoins, même si certaines études sont contradictoires, il semblerait qu'au cours de l'autisme, il y aurait effectivement d'une part, d'un point de vue, il y aurait d'une part, on va le faire dans le sens inverse, des altérations de la composition du microbiote intestinal. C'est-à-dire que ces espèces bactériennes qu'on a observées, qui existent chez les patients sains, eh bien, sont altérées
par rapport au contrôle chez les patients autistiques, mais aussi est altérée chez les patients autistiques par rapport à des frères et sœurs qui sont du même âge. Donc suggérant qu'il y a bien une dysfonction de ce microbiote intestinal. Alors, associé à ces dysfonctions du microbiote intestinal, il y a aussi des dysfonctions finalement digestives, parce que les troubles du spectre autistique sont aussi, une certaine proportion de patients qui ont ces troubles sont associés de symptômes digestifs, comme la diarrhée, le ballonnement. Et ce qui a été étudié dans cette étude, c'est que par rapport à nouveau à des frères et sœurs d'âge comparable, les enfants autistiques ont une proportion à avoir un ensemble de troubles du spectre autistique plus important que des patients contrôle. Et comme autre élément, corrélation, il n'y a pas preuve d'effet de causalité, on se rend compte qu'il y a quand même une forte association entre la sévérité de l'atteinte finalement du score autistique et aussi la sévérité de l'atteinte des troubles digestifs. Donc c'est ce qui suggère que les deux peuvent évoluer en parallèle sans dire qui est la cause de l'un de l'autre. Alors, un des éléments, donc je vais pas revenir là, enfin je vais juste l'illustrer très rapidement pour essayer de faire le lien finalement de causalité à effet. C'est quelque chose qui peut être réalisé dans des modèles expérimentaux, donc qui sont des modèles inflammatoires qui ont été précisés précédemment par Isabelle, qui sont des modèles qui reproduisent certaines altérations du comportement observé chez les autistes, c'est-à-dire une augmentation du comportement stéréotypé, une diminution des interactions sociales. Et chez les animaux, le groupe américain de Miasmanian a caractérisé la dysfonction, la dysrégulation de la barrière épithéliale, du microbiote intestinal, en montrant qu'il y avait des différences dans l'expression de certains groupes de bactéries, certaines populations, et qu'associé avec cette dysfonction du microbiote, il y avait une augmentation de la perméabilité. Donc on retrouve un peu ce qui a été dit précédemment. Et donc pour regarder finalement si cette augmentation de la perméabilité peut participer au développement de l'inflammation, il a été décidé dans leur étude d'essayer de renforcer cette barrière en utilisant des bactéries, en l'occurrence ici des probiotiques, qui ont une capacité anti-inflammatoire aussi intrinsèque. Donc on a donné à ces descendants ces probiotiques. Et le groupe a montré qu'il y avait d'une part une diminution de la perméabilité intestinale qui était induite, et surtout de manière intéressante, c'est qu'il y avait une amélioration des troubles du comportement avec une diminution du comportement stéréotypé, mais pas d'effet sur les interactions sociales, ce qui démontre qu'effectivement, ce n'est pas non plus l'élément miracle qui va tout traiter, qui sont des maladies qui sont effectivement complexes, pour lesquelles il faut probablement avoir une démarche très bien ciblée. Et un des aspects aussi qui sous-tend ça, c'est qu'on ait besoin finalement d'essayer de mieux caractériser, mieux comprendre, mieux stratifier les patients pour pouvoir aussi proposer des approches thérapeutiques plus personnalisées. C'est un peu l'objectif de ce projet de la FRM qui vise à mieux comprendre et centrer sur l'étude du microbiote intestinal chez des patients autistiques dans un objectif à la fois de source de biomarqueurs permettant de mieux les stratifier et aussi d'essayer de mieux comprendre si c'est un acteur des dysfonctions digestives. Donc il y a différents acteurs qui sont associés. Donc bien sûr de l'Institut Mondor de Marion Leboyer, Jouy-en-Josas, qui sont les microbiologistes, et Nantes, où on fait du bateau, mais pas que. Ça nous arrive à travailler, où Vinti Incern va justement étudier, va participer à ce projet. Donc le projet, quels sont les objectifs? Schématiquement, c'est sur une cohorte de patients, donc, dans lesquels 35 patients sains seront inclus. Donc c'est aussi le travail d'Alexandre Roux qui est là, 35 patients ayant des troubles, finalement des comorbidités digestives et immunes, et des patients du trouble du spectre autistique sans ces comorbidités. Chez ces patients, on va justement prélever le sang pour essayer d'analyser, de caractériser sur la réponse inflammatoire systémique, pour faire des corrélations, des biomarqueurs finalement entre cliniques et biologiques, analyser la rupture de la barrière par des méthodes de dosage dans le sang de certains marqueurs qui traduiraient cette fragilité de la peau, et aussi analyser avec des approches métagénomiques le microbiote intestinal et certains métabolites bactériens. Et enfin, je ne vais pas aller en détail, essayer une étude un peu plus physiopathe, c'est-à-dire démontrer la capacité pathogénique de ce microbiote des différents sous-patients à induire des dysfonctions finalement à la fois digestives et centrales, et mieux comprendre les mécanismes sous-jacents. Donc pour conclure, c'est un peu la direction vers laquelle se développe la recherche enfin on espère. Je me lance, je ne suis pas un spécialiste non plus des maladies psychiatriques, donc je ne vais pas dire des choses fausses, mais je pense que c'est vraiment vers l'endroit où on se dirige, c'est-à-dire associer des compétences diverses et considérer finalement le tube digestif peut-être comme une cible thérapeutique
nouvelle à tester. Je pense que tant qu'on n'aura pas testé, on ne pourra pas avoir d'éléments de réponse dans la prise en charge des troubles autistiques, ou du moins aussi dans la prise en charge, même si on n'améliore que les troubles digestifs, c'est déjà un point bénéfique à mon avis. Voilà, je vous remercie de votre attention.